Bonjour mes amis, vous avez reçu en principe la séance de travail à réaliser à domicile. Donc j'avais prévu dans cette séance de faire une correction en ligne, voilà, c'est le moment de cette correction en ligne. Alors le dossier, je vous rappelle, a été composé de 3 décisions de justice, une décision du tribunal de grande instance de Mende du 25 novembre 1993, une décision de la Cour d'appel de Poitiers du 6 janvier 91 et une décision de la Cour de cassation chambre criminelle du 23 novembre 1994. Voilà, et pour chacune de ces décisions, j'ai posé un certain nombre de questions auxquelles on va maintenant répondre. Alors, dans la décision du tribunal de grande instance de Mende du 25 novembre 1993, on rappelle simplement que c'est un enfant qui est âgé de 13 ans et demi, qui a fait une chute du 2e étage de l'établissement où il se trouvait. On comprend que c'est un IMP/IM Pro, et cette chute, malheureusement pour ce gamin, a été mortelle. Donc voilà, ça c'est les faits. Il était au moment de la chute avec un groupe d'enfants sous la surveillance de Madame Ndona. On comprend aussi que celle-ci a un statut de stagiaire, elle est éducatrice en formation manifestement, mais elle a l'habitude de travailler dans cette structure, elle a déjà réalisé un certain nombre de contrats à durée déterminée, et au moment des faits, elle était en train de surveiller les enfants. Elle s'est absentée pour ranger du linge parce que ça faisait partie de sa fiche de poste, et c'est pendant cet intervalle d'absence que l'accident mortel est arrivé. Voilà, c'est ce qu'on comprend. Donc elle est poursuivie en justice ainsi que la directrice sur le fondement d'un homicide involontaire, ce qui est quand même une infraction grave parce qu'on encourt 3 ans de prison, 30 000 € d'amende, c'est un délit, mais c'est voilà, une infraction gravissime. Et elle va être, en ce qui la concerne, relaxée, c'est-à-dire non condamnée, si vous préférez. Et ma première question, c'est pourquoi Madame Ndona a été relaxée par le tribunal. Eh bien, la réponse, elle se trouve dans votre document, page 306. En effet, colonne de droite, avant-dernier paragraphe, attendu qu'il ressort des pièces de la procédure et des débats, qu'il ne peut être reproché aucun comportement fautif à Madame Ndona, qui se trouvait le jour de l'accident, seule sur un groupe de 9 enfants, et qui ne pouvait ainsi être à même d'exercer une vigilance de tout instant, que son absence de toute qualification ne peut que l'exonérer de toute responsabilité quant à la survenance des faits dont a été victime l'enfant Christophe Guerre, et qu'il convient en conséquence de la relaxer des fins de la poursuite. Alors, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que Madame Ndona était au moment des faits en train de ranger le linge, et que par conséquent, on ne peut pas être à 2 endroits en même temps. Elle n'a pas le don d'ubiquité, tout simplement, et que surtout, et je crois que ça il faut bien l'entendre, elle était en train de faire quelque chose qui faisait partie des missions qui étaient les siennes. Elle ne s'est pas absentée pour une autre raison que le travail, et réaliser donc une mission qui était dans sa fiche de poste. Donc voilà la raison pour laquelle on a relaxé Madame Ndona. Alors après le passage qui dit que son absence de toute qualification ne peut que l'exonérer de toute responsabilité se discute. On est effectivement face à une personne qui n'a pas encore la qualification d'éducatrice ou de monitrice éducatrice, mais pour autant c'est pas son absence de qualification qui explique son exonération. Ce qui explique son exonération de responsabilité, c'est le fait qu'elle a commis aucune faute, elle était en train de faire son travail normalement. C'est ça que vous devez retenir, et non pas le fait qu'elle n'avait pas de qualification, parce qu'un stagiaire, pendant son stage, s'il commet une faute qui cause un dommage à quelqu'un, il a une responsabilité également. Donc le statut de stagiaire n'est pas un statut qui exonère de la responsabilité. Je pense que ça, je dirais que c'est une maladresse rédactionnelle du tribunal. Alors ensuite, la deuxième question que je pose, c'est relever le passage
alors j'ai marqué un seul qui permet de comprendre que Madame Guerre, la directrice, gérait mal son personnel. Alors j'ai mis mal entre guillemets parce que c'est pas ça la question véritablement, durant les périodes de congé depuis plusieurs années. Puisque en effet dans cette décision, il y a un passage qui permet de comprendre que c'était pas la première fois que le personnel était géré de cette façon par la directrice en poste, c'est-à-dire en fait beaucoup de professionnels en congé durant la période de congé, des groupes où il n'y a pas de doublon de professionnels pour la surveillance. A priori, c'était une habitude de fonctionnement dans la structure. Alors, page 307, je pense que là on a la réponse à la question que je pose. Si on regarde le deuxième paragraphe de la colonne de gauche, qu'en l'espèce, il est difficilement concevable qu'un établissement qui bénéficie de moyens très importants en personnel qualifié, soit un salarié pour 2 résidents, puisse institutionnaliser le principe d'un groupe d'enfants nécessitant une surveillance importante, soit confié à une personne sans expérience et sans qualification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici on a quand même le terme institutionnalisé à l'intérieur de ce paragraphe qui renseigne pas mal sur ce qui se passe habituellement dans cette structure. Ça veut dire que effectivement, dans le fonctionnement de cette institution, habituellement, il y a des groupes pendant les congés, les congés annuels, qui ne sont pas surveillés par 2 personnes, puisqu'on institutionnalise le principe qu'un groupe nécessitant une surveillance plus importante soit confié à une seule personne, qui plus est sans expérience, alors que par ailleurs on relève dans la décision qu'un autre groupe comportait 2 professionnels, donc on aurait pu faire d'autres choix. Donc ici, le terme institutionnalisé est très important pour se rendre compte que le tribunal finalement a dû se faire remettre les congés payés des dernières années pour voir comment ça fonctionne habituellement pendant les périodes de congé. On va dire que là, l'accident est arrivé, c'est un manque de chance d'une certaine manière, mais ça fait des années déjà que ça fonctionne comme ça. Donc voilà, c'est ça le reproche. Et ensuite, le tribunal va plus loin puisqu'il va même donner à Madame la directrice des indications sur ce qu'elle aurait pu faire pour éviter que le fonctionnement de cette institution soit insuffisant pendant les périodes de congé. On nous indique en effet qu'il entre dans les attributions du directeur de l'établissement de veiller à ce que les enfants soient encadrés en permanence par du personnel éducatif qualifié, et en fixant toute mesure utile d'organisation et de gestion du personnel, telles que fractionnement des congés annuels, ou en sollicitant l'association gestionnaire ou les autorités de tutelle afin d'obtenir plus de moyens, ou en limitant les admissions durant ces périodes de congé. Donc vous voyez, on donne quelques indications pour dire au fond, vous en tant que directrice, sur ce coup-là en particulier, vous avez un peu manqué à vos devoirs, vous auriez dû faire un certain nombre de choses qui auraient peut-être évité l'accident, ou sûrement évité l'accident. Enfin, dernière question sur cette jurisprudence. En votre qualité de surveillant de nuit ou maîtresse de maison, que vous permet de comprendre cette décision sur votre propre responsabilité professionnelle? Là, je ne sais pas ce que vous avez répondu, ou ce que vous aviez dans la tête par rapport à ça. Ce qui me semble important de comprendre ici, dans tous les cas, c'est qu'une responsabilité repose toujours sur une faute démontrée. Et ici, vous avez effectivement deux situations, la situation de Madame Ndona et la situation de la directrice. Autant pour Madame Ndona, on a regardé sa fiche de poste, rappelez-vous, statut, fonction, rôle, donc on a regardé quelles étaient ses fonctions, voilà, et elle était au moment des faits en train de réaliser son travail normalement.
n'importe qui, à la limite, dans sa situation, en étant seule sur un groupe, qui a priori, au moment où elle a quitté la salle, était relativement calme, qui est devenu moins calme quand dans la cour de l'IME est entrée une camionnette de gendarmerie qui a attiré l'attention des enfants. Ben, quand elle est partie, manifestement, il n'y avait pas de problème. Elle était en train de faire son travail de rangement de linge, et je dirais, à la limite, c'est la faute à pas de chance que l'accident se soit déroulé. Mais elle, en tant que professionnelle, elle faisait son job. En revanche, la directrice a une responsabilité en tant que directrice. Elle n'était pas là le jour de l'accident, mais c'est elle qui gère le personnel, qui gère les moyens pendant les vacances. On lui a reproché de ne pas avoir suffisamment bien géré, depuis plusieurs années, les moyens durant les vacances, et ben, malheureusement, là, ça a été l'année de l'accident. Donc ce que vous devez retenir, c'est qu'à partir du moment où, en tant que surveillant de nuit ou maîtresse de maison, ou maître de maison, ou surveillante de nuit, parce qu'il faut respecter les féminins, et les masculins d'ailleurs, vous êtes amené à faire votre travail totalement correctement. Il n'y a pas de raison que votre responsabilité soit engagée, quand bien même un accident arrive. Vous voyez, il peut arriver un accident alors que vous avez fait votre travail normalement. Donc quand on est dans la normalité d'exercice de ses fonctions, normalement il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc voilà pour cette première jurisprudence. Bon, on y va, on va corriger maintenant la deuxième jurisprudence. Donc là on est sur Cour d'appel de Poitiers, 6 juin 91. Et en fait, quel argument avance l'éducatrice pour tenter d'échapper à sa responsabilité? Qu'en pensez-vous? Alors je rappelle que dans cette affaire, c'est une éducatrice qui est avec un groupe d'enfants. Ils sont sur une plage et elle quitte le groupe d'enfants pendant un temps assez long, 20 à 30 minutes. Et quand elle revient, il y a un des enfants qui a creusé un trou de 80 cm. Malheureusement, il y a eu un éboulement et il est mort par asphyxie. Voilà, c'est ça l'histoire, en gros. Bon. Et donc, quel est l'argument qu'elle avance pour essayer d'échapper à sa responsabilité? Parce qu'il faut bien comprendre qu'effectivement, dans cette affaire, elle essaye de se défendre, et donc d'avancer un certain nombre d'arguments pour essayer d'échapper à sa responsabilité. Alors en fait, ce qu'elle nous explique, c'est que cet enfant qui a 14 ans, voilà, bien sûr il est déficient mental, il a 14 ans, mais cela dit, elle vient développer l'idée du risque éducatif en disant au fond, vous savez, c'est vrai pour vos enfants, c'est vrai pour tous les enfants finalement. Il y a un moment donné, éduquer des enfants, oui, il y a un risque qui est lié à l'éducation. Le jour où vous dites à votre enfant pour la première fois, va acheter une baguette et qu'il y va tout seul, oui, vous lui avez appris à traverser la route, à faire attention, etc. Mais bon, voilà, il y a les risques dans la vie. C'est ça qu'elle dit en fait. C'est ça qu'elle dit. Elle s'appelle Defresne. Et elle dit « L'éducation implique en effet la confrontation aux risques les plus divers face auxquels les enfants doivent découvrir leurs mesures en fonction des préceptes qui leur sont inculqués. » Là encore, il apparaît qu'un jeune de 14 ans, même s'il a du retard dans son développement, pouvait être suffisamment conscient, encore qu'il fût averti, éduqué dans ce sens, pour être laissé seul quelque temps pour jouer dans le sable. Donc là, je suis page 302, colonne de droite, deuxième colonne, pardon, en partant de la gauche, et je suis sur le dernier paragraphe. Voilà. Et elle va rajouter, il ne serait pas venu à l'idée de cette éducatrice de s'absenter si l'enfant il était en train de jouer dans l'eau, par exemple. Donc elle compare, elle dit voilà, des enfants dans le sable, en train de jouer, en train de faire des châteaux de sable ou je ne sais quoi, puis des enfants dans l'eau, en train de jouer, c'est pas la même chose, c'est pas la même situation. Laisser des enfants seuls en train de jouer dans le sable, même un certain temps, voilà, les laisser dans l'eau. L'eau est un élément qui par nature peut être dangereux, le sable c'est moins vrai, etc.
ce qu'elle nous explique. Elle revient aussi sur le fait que cet enfant, il a déjà appris, par exemple, à être autonome pour faire certains trajets, pour aller faire des courses, parce qu'on lui a expliqué un certain nombre de choses. Donc il sait faire déjà un certain nombre de choses. Donc là, jouer dans le sable, c'était possible sans problème majeur. C'est ça son argument. Ça peut s'entendre, ça peut ne pas s'entendre, ça dépend. Je vous dis, qu'en pensez-vous? Bah oui, qu'est-ce que vous en pensez? J'en sais rien. Bon. Est-ce que vous, par exemple, il vous viendrait à l'idée de laisser un enfant tout seul avec d'autres enfants quand même, hein, il n'est pas tout seul, avec un groupe, en train de jouer dans le sable pendant 10-15 minutes? Est-ce que vous auriez idée de lui dire, tu sais, il ne faut pas creuser des trous trop profonds, te mettre dans le trou parce qu'il y a un risque d'éboulement du sable? Est-ce que vous penseriez à cette situation? Voilà, c'est ça la vraie question. Alors elle explique un peu comme elle peut que bon bah c'est la faute à pas de chance, hein, le risque éducatif. Bon, pourquoi pas. Donc, ce que vous en pensez, ça vous regarde. Moi je vous dis simplement qu'il faut tenir compte quand même du fait, sûrement, que ce n'est pas des enfants de 14 ans qui ont toutes leurs capacités. On est quand même avec un public ici de déficience intellectuelle. Donc, alors peut-être que votre enfant, à vous, de 14 ans, vous le laisseriez jouer avec son petit frère, sa petite sœur dans le sable, sans problème, parce qu'il a 14 ans et il a, je dirais entre guillemets, un niveau normal de conscience des choses, etc. etc. Mais est-ce qu'on fait la même chose avec un enfant qui est déficient ou un jeune enfant de 3-4 ans, par exemple, même si on lui a expliqué un certain nombre de choses, est-ce que le risque éducatif, il n'est pas un peu trop grand dans ce cas-là? Donc, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est votre argumentaire. Donc, voilà. Ensuite, la deuxième question qui est posée dans cette affaire, alors je reprends les questions. Selon vous, est-ce le seul défaut de surveillance qui est à l'origine du décès de l'enfant, selon la Cour d'appel? Argumentez votre propos en vous référant à la décision. Ah oui, en gros, qu'est-ce qui a provoqué la mort de cet enfant? Est-ce que c'est la faute de surveillance de l'éducatrice? Parce qu'on peut dire quand même que s'absenter 20 à 30 minutes, c'est le cas. C'est quand même assez long, hein, 20 à 30 minutes. Est-ce que c'est cette faute-là de surveillance qui a provoqué le décès, ou est-ce que c'est autre chose? Et en fait, vous avez la réponse, page 303, colonne de gauche, le passage où il y a indiqué sur le lien entre la faute de Madame Defresne et la mort de l'enfant Édouard Lechantre. Ici, voilà ce que dit la Cour d'appel. Ainsi, en s'éloignant pendant une vingtaine de minutes des enfants dont elle avait la charge, sans les avoir avertis des dangers du sable et sans s'être assurée qu'ils en avaient une claire perception, Madame Defresne a commis une faute de négligence et d'inattention, première chose. Cette faute a permis que se réalisent et se prolongent les conditions de l'asphyxie par le sable, laquelle n'est pas instantanée. Elle a donc de manière certaine contribué au décès de l'enfant. Alors c'est très important. Le passage est très important. Ok, d'accord, elle a commis une faute, elle s'éloigne, voilà. Mais en fait, ce qui provoque le décès, c'est, comme le dit la Cour, le fait que cette faute ait permis que se réalisent et se prolongent les conditions de l'asphyxie par le sable, lesquelles ne sont pas instantanées, immédiates. Voilà. Peut-être que si elle avait été là, déjà, elle aurait pu peut-être empêcher le creusement comme ça d'un trou important. Et puis d'autre part, quand bien même elle aurait laissé faire cela, peut-être qu'elle aurait réagi de façon immédiate et ça aurait peut-être permis d'éviter le drame. Bon, voilà. Donc ici on comprend que la faute de surveillance en elle-même, c'est pas ça qui provoque directement la mort de l'enfant. Ce
qui provoque directement la mort de l'enfant, c'est le fait que cette faute de surveillance a permis que se réalisent les conditions qui ont conduit à la mort, c'est-à-dire un certain temps s'écoule avant que la mort n'intervienne, et c'est ça que permet la faute de surveillance, parce qu'on imagine que si elle avait été là, elle aurait réagi sûrement avant que le drame ne se réalise. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Hein. Je relève aussi dans cette décision, toujours page 303, toujours dans la même colonne, un peu au-dessus d'ailleurs, un jugement de la Cour d'appel qui est assez sévère. L'apprentissage de l'autonomie ne signifie pas que les jeunes fassent leur éducation par eux-mêmes. Ça fait mal, je trouve, comme décision. Hein, que Madame Tellier aurait dû prévoir le risque que représente le sable auprès de ces jeunes, les rendre accessibles à la compréhension de ce risque, afin de les mettre en mesure de le déjouer. Et là, c'est une réponse directe au risque éducatif de tout à l'heure. Ici, par exemple, la Cour utilise l'idée que auprès de ces jeunes, et pas n'importe lesquels, hein, donc ici c'est bien les jeunes dont on parle, l'appréciation du risque éducatif doit être différente de celle que l'on aurait pu avoir auprès de jeunes qui n'ont pas de déficience. Donc auprès de ces jeunes en particulier, il aurait fallu leur dire par exemple, je vous interdis de creuser des trous dans le sable, c'est strictement interdit, parce que, en leur expliquant, donc donner des consignes précises, peut-être que ça aurait évité l'accident. On ne saura jamais évidemment. Le fait est que l'accident a eu lieu, malheureusement cet enfant est mort, voilà. Et la responsabilité, elle revient à l'éducatrice, responsabilité pénale. La responsabilité civile, on va dire, elle est partagée entre l'éducatrice, son assureur à elle, plus l'association dans laquelle elle travaille, ça c'est une chose. Mais la responsabilité pénale, c'est l'éducatrice qui la porte sur ses épaules seule. Puisque c'est une responsabilité pénale, je vous renvoie au cours qu'on a vu, que vous avez eu l'occasion de suivre dernièrement. Donc voilà un peu l'idée. Est-ce qu'on a fini sur les questions? Attendez voir, je regarde mon document. Non, on n'a pas terminé. En votre qualité de surveillant de nuit ou maîtresse de maison, avez-vous appris quelque chose par cette décision qui pourrait vous être utile si vous deviez, pour une raison ou pour une autre, vous absenter un instant en laissant seul un ou plusieurs usagers? Écoutez, je ne sais pas, moi, ce que vous avez appris dans cette décision. C'est à vous de me le dire. Mais si j'ai mis ces deux décisions-là, la première Mende, tribunal de grande instance, la deuxième cour d'appel de Poitiers, c'est parce que les deux décisions ont un point commun, c'est qu'il y a une histoire de surveillance, d'obligation de surveillance, et à un moment donné, dans les deux décisions, il y a une absence de professionnels, et par conséquent, peut-être un défaut de surveillance. Alors dans la première décision, on apprend que s'absenter pour faire son travail ou une autre mission, c'est pas une faute de surveillance, il n'y a pas faute, puisqu'on fait son travail. Dans la deuxième décision, en plus, face à l'incapacité d'expliquer les raisons pour lesquelles la professionnelle s'est absentée, oui, là, il y a une faute de surveillance. Mais ce qui fait naître la responsabilité, en particulier, c'est toujours la même chose, c'est que la faute a provoqué un dommage, et ici, malheureusement, un dommage mortel. Donc voilà, pour cette deuxième décision, j'espère que c'est suffisamment clair. Donc nous allons terminer cette séance de travail et on va s'intéresser maintenant à la dernière décision, donc Cour de cassation chambre criminelle, 23 novembre 1994. Et je pose une question, parce que là c'est pareil, c'est un groupe d'enfants, ils sont en sortie avec des éducateurs
qui les surveille. Ils sont au bord d'une rivière, voilà. Et il y a un des enfants qui échappe à la surveillance, on va dire, des professionnels, qui sont en train de monter une toile de tente ou enfin quelque chose comme ça, d'installer un camp. Et ce gamin, il est retrouvé, alors je ne sais plus, quelques heures après, ou le lendemain, je ne sais plus trop. Malheureusement, il s'est noyé dans la rivière. Voilà l'histoire, en gros c'est ça. Et l'enfant en question, il a 13 ans. Voilà. Donc, pareil, hein, vous voyez, les points communs, c'est toujours des histoires de faute de surveillance, hein, avec des conséquences à chaque fois dramatiques, malheureusement. Et là, on a une décision qui vient relaxer les professionnels, c'est-à-dire en gros dire qu'ils n'ont pas commis de faute. Hein. Et on se retrouve devant la Cour de cassation, donc le plus haut degré des juridictions de l'ordre judiciaire. Donc on est au summum là un peu. Et je vous pose certaines questions dans cette affaire pour vous dire est-ce qu'il y a eu faute de surveillance dans cette affaire? Pourquoi? Alors, ici, en effet, on va expliquer qu'il n'y a pas faute de surveillance dans cette affaire, puisqu'il y a eu relax. Et pourquoi il n'y a pas faute de surveillance? Parce que, en définitive, cet enfant, il n'appelait pas nécessairement une surveillance de tous les instants. C'est-à-dire qu'en droit, on est quand même, vous savez, on est dans une matière où il faut être très précis. Hein, on compare que des choses comparables, hein, on ne compare pas des choses qui ne sont pas comparables. Moi, si je compare un gamin de 13 ans à un autre gamin de 13 ans, il faut que j'ai en face de moi deux profils identiques, hein, sinon je ne peux pas les comparer. Cet enfant, manifestement, il s'est éloigné à pied sur la berge. Il a été retrouvé le lendemain matin immergé dans le lac, mort par noyade, établi. Mais dans tous les cas, il ne nécessitait pas une surveillance de tous les instants, au regard de sa problématique à lui particulièrement. Par conséquent, les professionnels qui étaient en charge d'installer le camp n'avaient pas l'obligation, je dirais, de l'avoir à l'œil à chaque instant. Donc il a été suffisamment malin, je dirais, pour échapper à la vigilance des professionnels qui se sont lancés ensuite à sa recherche et qui malheureusement l'ont retrouvé décédé par noyade. Donc ici c'est une analyse précise des faits, une analyse précise de la personnalité de l'enfant qui va permettre d'aboutir à cette conclusion et de relaxer par conséquent les professionnels mis en cause. Alors on va essayer quand même de les retenir en responsabilité d'une certaine manière, en disant que ils ont organisé une sortie à côté d'un lac ou d'une rivière, enfin d'une rivière plus exactement, alors qu'ils n'avaient aucune connaissance de la réglementation des baignades, de l'organisation des jeux dans l'eau, etc., etc. C'est-à-dire, en gros, on dit, écoutez, il y a un truc qui ne va pas, vous organisez un transfert au bord de l'eau, mais vous n'y connaissez rien en réglementation des baignades, vous n'avez pas de diplôme ou de qualification qui vous permettent d'organiser des jeux dans l'eau, donc là, vous avez commis une faute, hein, parce que quand on organise quelque chose de cet ordre-là, on doit s'y connaître, on doit connaître la réglementation, on doit avoir les qualifications. Et la Cour de cassation, elle répond, c'est l'objet d'une des questions, hein, la question de relation causale, puisque c'est ma deuxième question. Que comprenez-vous de la notion de relation causale relevée par la Cour de cassation? Elle dit, ok, d'accord, ils ont eu tort, hein, ils auraient dû avoir les qualifications, connaître la réglementation en matière de baignade, en matière d'organisation d'activités dans l'eau. Mais quel est le rapport? Le rapport entre leur méconnaissance de la réglementation
leur absence de qualification pour organiser des activités dans l'eau et le décès de l'enfant. Il n'y a aucun rapport. Il n'est pas mort durant une activité dans l'eau. Il est mort parce qu'il est parti et voilà. Et il s'est noyé. Ça n'a aucun rapport. C'est comme si vous disiez bah oui, vous n'avez pas les diplômes pour faire la cuisine, donc vous êtes responsable du fait que machin s'est noyé. Ça n'a aucun rapport entre la cuisine, savoir cuisiner, et la noyade, il n'y a aucun rapport. En droit, ce rapport est très 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 important. C'est pour ça que ça explique la troisième question. Qu'est-ce qu'on comprend par rapport aux conditions qu'il faut réunir pour qu'une responsabilité soit engagée? La réponse, elle est là quasiment. C'est-à-dire, pour qu'une responsabilité soit engagée, il faut qu'il y ait une faute. Par exemple, dans la deuxième affaire, 1991, la Cour d'appel de Poitiers, il y a bien une faute de surveillance, on est d'accord. Ensuite, il faut qu'il y ait un dommage qui soit en lien avec la faute, donc un dommage, donc il y a une faute de surveillance qui a permis en effet que les conditions du décès de l'enfant se réalisent, ça c'était la deuxième affaire, et donc la troisième condition c'est toujours le lien entre la faute et le dommage. Donc il y a une faute d'un côté, un dommage de l'autre, mais il faut que la faute et le dommage soient liés par ce qu'on appelle un lien de causalité ou un rapport de causalité. C'est la même chose. Regardez, dans la deuxième affaire, il y a bien un rapport entre la faute de surveillance et le décès de l'enfant qui s'est retrouvé étouffé par le sable. Il y a eu un rapport, d'ailleurs la Cour d'appel le dit très clairement. Elle parle du lien, du fait que sans cette faute, il n'y aurait pas eu les conditions pour que l'enfant s'asphyxie, enfin, etc. Donc il y a bien un lien direct. Et dans la dernière affaire, justement, il y a une absence de lien. Quel est le rapport entre la faute qui consiste à aller organiser un transfert au bord de l'eau, enfin tout ce que vous voulez, sans les qualifications nécessaires, et le décès de l'enfant qui est mort par noyade? Il n'y a aucun rapport. Aucun rapport. Il serait mort par noyade au cours d'une activité nautique organisée par des gens qui n'ont pas la qualification, etc., etc., il y aurait sûrement beaucoup plus un rapport. Donc vous avez compris, 3 conditions nécessaires pour qu'il y ait une responsabilité, une faute, un dommage, puis un rapport entre les deux, un rapport de causalité, un lien causal. Ça paraît logique. Sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Ça veut dire que si vous, en tant que surveillant de nuit ou maîtresse de maison, vous commettez une faute, et que en même temps, dans le même temps, il y a un usager qui décède, mais qu'il n'y a aucun rapport entre votre faute et le décès de l'usager, vous ne serez pas responsable. Heureusement quand même, heureusement. Voilà. Et c'est vrai pour tout le monde. Donc le droit est très strict là-dessus. Vous retenez ça, vous retenez aussi peut-être de toutes ces affaires qu'il faut comparer des choses comparables. 2 enfants de 14 ans, un qui a une déficience intellectuelle, un autre qui n'en a pas, c'est pas la même chose. Pas du tout la même chose. Il y a des gens qui impliquent une surveillance plus grande. Par exemple, vous êtes surveillant de nuit et on vous signale que M. Durand, il a un problème particulier et qu'il implique qu'on fasse plus attention, vous devrez faire plus attention à M. Durand. En revanche, M. Dupont, lui, il n'a pas de problème particulier, vous ferez attention à M. Dupont, mais moins qu'à M. Durand. Donc tout ça, ça joue. C'est-à-dire qu'on est dans des domaines où franchement, le diable est dans le détail, donc il faut tenir compte de tout ça. Et surtout, en tant que professionnel, que vous soyez surveillant de nuit ou maîtresse de maison, vous dire, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui se passe durant votre service que vous êtes nécessairement responsable du point de vue juridique. Parce que du point de vue juridique, on est très rigoureux. Des fois, du point de vue professionnel, disciplinaire, on peut vous sanctionner parce qu'il s'est passé quelque chose, mais si après l'affaire va au tribunal, le tribunal peut très bien contredire la sanction qui a été prise par l'employeur. Bon. Vous me direz, d'accord, ok, mais c'est trop tard. Oui, c'est trop tard. Ça fait partie de la vie professionnelle, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc j'espère que cette séance s'est bien passée pour vous.
J'ai essayé de l'animer à distance, c'est toujours un peu difficile, on n'est pas dans un échange direct, mais bon, voilà, je pense vous avoir donné les indications essentielles, et je crois qu'après vous relisez, vous réécoutez un peu ce que je raconte, et en principe ça devrait le faire. Puis retenez surtout un truc qui est très important, on va se revoir. Donc à partir du moment où on se revoit, on pourra revenir bien sûr sur ces choses-là si c'est nécessaire. Ou sinon, si c'est pas nécessaire, on continuera notre travail et vous aurez la totalité des cours qui vous reviennent. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, hein, puis je vous souhaite pour l'heure une bonne continuation.